Le troisième point de droit établi dans la chaire du Old Jewry, le droit de fabriquer un gouvernement pour nous-mêmes, a pour le moins aussi peu de rapport avec ce qui s'est passé au temps de la Révolution, soit en fait, soit en principe, que les deux premiers. La Révolution a eu pour objet de conserver nos anciennes et incontestables lois et libertés, et cette ancienne Constitution qui est leur seule sauvegarde. Si vous désirez de connaître l'esprit de notre Constitution, la politique qui a régné à cette grande époque, qui nous l'a conservée intacte jusqu'à ce jour, je vous en prie, consultez notre histoire, nos registres, nos actes de parlement et nos journaux, mais non pas les sermons du Old Jewry, ni les santés qui se portent au dîner de la Revolution Society. Vous y trouverez d'autres idées et un langage tout différent. Ce droit de fabriquer un gouvernement pour nous-mêmes est aussi dénué de fondement ou d'aucune apparence d'autorité qu'il nous convient peu et qu'il nous paraît peu désirable. La simple idée de la formation d'un nouveau gouvernement suffit pour nous inspirer le dégoût et l'horreur. Nous souhaitions à l'époque de la Révolution, et nous souhaitons encore aujourd'hui, ne devoir tout ce que nous possédons qu'à l'héritage de nos ancêtres. Nous avons eu grand soin de ne greffer sur ce corps et sur cette souche d'héritage aucun rejet qui ne fût point de la nature de la plante originaire. Toutes les réformes que nous avons faites jusqu'à ce jour ont été fondées sur le rapport qu'elles avaient avec l'Antiquité. Et j'espère, je suis même persuadé, que tout ce qui pourra être fait par la suite sera soigneusement dirigé d'après les mêmes analogies, les mêmes autorités et les mêmes exemples. Notre plus vieille réforme est celle de Magna Carta, la Grande Charte. Consultez Sir Edward Coke et vous verrez que ce grand oracle de nos lois et que tous les grands hommes qui l'ont suivi jusqu'à Blackstone ont réuni leurs efforts pour démontrer la généalogie de nos libertés. Ils se sont efforcés de prouver que la Grande Charte, celle du roi Jean, était en connexion avec une autre charte d'Henri Ier, et que l'une et l'autre n'étaient rien moins que la reconfirmation d'une autre loi du royaume, encore plus ancienne. Ces auteurs sont en général assez exacts sur les faits, mais s'ils se trompent quelquefois sur quelques particularités, cela prouve plus fortement ce que je soutiens, car cela démontre la prévention puissante en faveur de l'Antiquité, qui a toujours occupé les esprits de nos législateurs, de nos jurisconsultes et de tous ceux qu'ils dirigent par leur influence. Cela démontre la politique permanente de ce royaume, qui est de regarder nos franchises et nos droits les plus sacrés comme un héritage. Dans cette fameuse loi de la 3e année du règne de Charles Ier, appelée The Petition of Rights, le Parlement dit au roi « Vos sujets ont hérité cette liberté ». Ils ne fondaient pas leurs réclamations sur des principes abstraits comme les droits de l'homme, mais sur les droits des Anglais, et ils réclamaient le patrimoine de leurs ancêtres. Selden et les autres savants profonds qui ont rédigé cette requête de droit connaissaient aussi bien toutes les théories générales concernant les droits de l'homme qu'aucun des péroreurs de nos chairs ou de votre tribune, aussi bien sûrement que le docteur Price ou l'abbé Sieyès. Mais pour des raisons dignes de cette sagesse pratique qui l'emportait sur leur savoir théorique, ils ont préféré ce titre positif, authentique et héréditaire, à tout ce qui peut être cher à l'homme et aux citoyens, à ce droit vague et spéculatif, qui aurait exposé leur héritage certain au gaspillage et à la déprédation de tous les esprits extravagants et litigieux. La même politique se remarque dans toutes les lois qui ont été faites depuis la conservation de nos libertés. Dans le fameux statut de la première année de Guillaume et de Marie, appelé The Declaration of Right, la déclaration de droit, les deux chambres n'ont pas proféré une seule parole du droit de fabriquer un gouvernement pour nous-mêmes. Vous verrez que tout leur soin a été d'assurer la religion, les lois et la liberté dont ils avaient été longtemps en possession, et auxquels on avait fait dernièrement courir des risques. Prenant, est-il dit dans cet acte de Guillaume et de Marie, dans la plus sérieuse considération, les meilleurs moyens de former un établissement qui puisse mettre leur religion, leurs lois et leur liberté à l'abri du danger d'être encore renversés. Ils s'assurent du succès de toutes leurs démarches en indiquant parmi ces meilleurs moyens la nécessité de faire en premier lieu
comme leurs ancêtres avaient accoutumé de faire en cas semblable, pour revendiquer leurs anciens droits et leur liberté de déclarer, et alors il prie le roi et la reine qu'il soit déclaré et ordonné que tous et chacun des droits et libertés affirmés et déclarés sont les véritables, anciens et indubitables droits et libertés du peuple de ce royaume. Vous remarquerez que depuis l'époque de la Grande Charte, jusqu'à celle de la Déclaration de droit, telle a été la politique constante de notre Constitution, de réclamer et d'affirmer nos libertés comme un héritage qui nous avait été substitué par nos aïeux et que nous devions transmettre à notre postérité comme un bien appartenant spécialement au peuple de ce royaume, sans aucune espèce de rapport avec aucun autre droit, plus général ou plus ancien. Par ce moyen, notre Constitution conserve de l'unité, malgré la grande diversité de ses parties. Nous avons une couronne héréditaire, une pairie héréditaire, une chambre des communes et un peuple qui tiennent par l'héritage d'une longue suite d'ancêtres leurs privilèges, leurs franchises et leurs libertés. Cette politique me paraît être l'effet d'une profonde réflexion, ou plutôt l'heureux effet de cette imitation de la nature qui, bien au-dessus de la réflexion, est la sagesse par essence. L'esprit d'innovation est en général le résultat combiné de vues intéressées et de vues bornées. Ceux qui ne tiennent aucun compte de leurs ancêtres en tiendront bien peu de leur postérité. En outre, le peuple anglais sait très bien que l'idée de l'héritage procure un principe sûr de conservation et un principe sûr de transmission, sans exclure cependant le principe d'amélioration. Il laisse la liberté d'acquérir, mais il amortit ce qui est acquis. Tous les avantages que procure à un État une conduite dirigée par de telles maximes sont regardés comme le serait dans une seule famille une substitution perpétuelle. C'est par la vertu d'une espèce d'amortissement qu'ils sont ainsi fixés à jamais. Par cette politique constitutionnelle qui agit d'après le modèle de la nature, nous recevons, nous possédons, nous transmettons notre gouvernement et nos privilèges de la même manière dont nous recevons, dont nous possédons et dont nous transmettons nos propriétés et la vie. Les institutions de la politique, les biens de la fortune, les dons de la providence, nous sont transmis et sont transmis par nous de la même manière et dans le même ordre. Notre système politique est dans une symétrie et dans un accord parfait avec l'ordre du monde, et avec cette manière d'exister qui convient à un corps permanent, composé de parties qui ne le sont cependant pas elles-mêmes. D'un corps où, par la disposition d'une sagesse merveilleuse, cette grande et mystérieuse incorporation de la race humaine est moulée tout ensemble, de sorte que le tout à la fois n'est jamais vieux, n'est jamais jeune, jamais entre deux âges, mais dans la situation d'une constance inchangeable, en sorte que l'existence de ce corps se perpétue le même au milieu des dépérissements, des chutes, des renouvellements et des progressions continuelles. Ainsi, en imitant cette marche de la nature dans la conduite de l'État, nous ne sommes jamais totalement neufs dans ce que nous acquérons, jamais totalement vieux dans ce que nous conservons. En adhérant ainsi aux manières d'agir et aux principes de nos ancêtres, nous ne sommes pas guidés par la superstition des antiquaires, mais par l'esprit d'une analogie philosophique. En adoptant ce principe d'héritage, nous avons donné à notre gouvernement une ressemblance avec les rapports de famille. Nous avons étroitement uni la constitution de notre pays à nos liens domestiques les plus chers. Dans le sein de nos familles, nous avons adopté nos lois fondamentales et nous avons rendu inséparables, et nous chérissons avec toute la chaleur que réfléchissent et que se procurent mutuellement tant d'objets d'amour réunis et combinés, notre état, nos foyers, nos tombeaux et nos autels. En adoptant ainsi le plan de conformer nos institutions artificielles au modèle de la nature, et d'appeler à notre secours son instinct puissant et immuable pour fortifier les entreprises faibles et faillibles de notre raison, et en considérant nos libertés sous le rapport de leur caractère héréditaire, nous avons trouvé plusieurs autres avantages et des plus importants. En canonisant ainsi nos ancêtres et en agissant comme si nous étions sous leurs yeux, l'esprit de liberté qui de lui-même tend aux excès et à s'écarter de la règle
est tempérée par une gravité respectueuse. Cette idée d'une transmission glorieuse nous inspire le sentiment d'une dignité natale et habituelle qui garantit de cette basse arrogance si commune et si avilissante que l'on remarque chez les nouveaux parvenus. Par ce moyen, notre liberté devient noblesse, elle porte avec elle un caractère majestueux et imposant. Elle a sa généalogie et ses ancêtres illustres. Elle a ses supports et ses armoiries, elle a sa galerie de portraits, les inscriptions de ses monuments, ses archives, ses preuves, ses titres. Nous avons pour nos institutions civiles le respect que la nature nous indique pour les individus. C'est à raison de leur âge, c'est à raison des ancêtres qui leur ont donné le jour. Tous vos sophistes ne peuvent rien produire qui soit mieux adapté à la conservation d'une liberté raisonnable et généreuse que la route que nous avons suivie en préférant la nature à nos spéculations, nos âmes à nos inventions, pour être les dépositaires et les sauvegardes de nos droits et de nos privilèges. Vous auriez pu, si vous aviez voulu, profiter de notre exemple, et en recouvrant votre liberté, lui donner un caractère digne d'elle. Vos privilèges, quoiqu'interrompus, n'étaient pas effacés de la mémoire. Votre constitution, il est vrai, pendant que vous aviez cessé d'en jouir, avait été bien endommagée et bien dilapidée. Mais il vous restait encore des pans de ces vieilles murailles, et vous possédiez en entier les fondations de ce château antique et vénérable. Vous auriez pu réparer ces murs et bâtir sur les vieilles fondations. Votre constitution avait été interrompue avant d'avoir été achevée, mais vous aviez les éléments d'une constitution aussi bonne qu'on pouvait la désirer. Vous possédiez dans vos vieux États cette variété de partis correspondante aux différentes classes dont votre exemple était heureusement composé. Vous aviez cette combinaison et cette opposition d'intérêts, vous aviez cette action et cette réaction qui, dans le monde politique comme dans le monde naturel, fait sortir l'harmonie des débats réciproques de ces puissances opposées. Ces conflits d'intérêts que vous regardez comme un si grand désavantage dans votre ancienne constitution, ainsi que dans la nôtre, opposent une barrière salutaire à toutes les résolutions précipitées. Ils font que les délibérations ne sont pas une affaire de choix, mais de nécessité. Il en résulte que les changements sont regardés comme étant de la même nature que les compromis qui requièrent de la modération, qui produisent des tempéraments, qui empêchent ces douleurs cuisantes que produisent des réformes non préparées, brusques et sans modification, et qui rendent les entreprises inconsidérées d'un pouvoir arbitraire pour jamais impraticables dans toute espèce de gouvernement, soit dans celui d'un seul, soit dans celui de plusieurs. Au milieu de cette diversité d'intérêts et de membres, la liberté générale avait autant de points de sécurité qu'il y avait de vues séparées dans les différents ordres. Et en comprimant le tout sous le poids d'une monarchie réelle, on aurait empêché toutes les parties séparées de cet ensemble de se disjoindre et de s'écarter des places qui leur sont assignées. Vous aviez tous ces avantages dans vos anciens États, mais vous avez préféré d'agir comme si vous n'aviez jamais été civilisé, comme si vous aviez tout à refaire à neuf. Vous avez mal commencé, parce que vous avez dès le début méprisé tout ce qui vous appartenait. Vous avez commencé votre commerce sans fonds. Si la dernière génération de votre pays vous paraissait trop peu illustre, vous auriez pu, en vous dispensant d'en tenir compte, remonter à une génération plus reculée. À l'aide d'une pieuse prédilection pour vos ancêtres, vos imaginations auraient personnifié en eux un exemple de vertu et de sagesse supérieur à celle que l'on voit pratiquer aujourd'hui, et vous auriez débuté en annonçant l'exemple que vous vouliez imiter vous-même. En respectant vos ancêtres, vous auriez appris à vous respecter vous-même. Vous n'auriez pas préféré de regarder le peuple de France comme n'étant né que d'hier, comme une nation de misérables qui aurait été plongée dans la servitude jusque l'an 1er de la liberté 1789. Vous n'auriez pas, en fournissant aux dépens de votre honneur, aux apologistes que vous avez ici, une excuse pour vos fréquentes et énormes fautes, consenti à être regardé comme une bande d'esclaves marrons, tout à coup échappés de la maison de la servitude,
et par conséquent excusable de ne pas faire un meilleur usage de la liberté, d'une chose nouvelle encore pour eux, et encore mal adaptée à tous leurs établissements. N'aurait-il pas été bien plus sage, mon digne ami, d'avoir pensé ce que, quant à moi, j'ai toujours fait, que vous étiez une nation généreuse et aimable, longtemps égarée à votre désavantage, par vos sentiments nobles et romantiques de fidélité, d'honneur et de loyauté, que les événements vous avaient été défavorables, mais qu'au milieu de l'esclavage, vous n'étiez serf ni de cœur ni d'âme, et que dans votre soumission aveugle, vous étiez dirigé par un principe d'esprit public, et que c'était votre patrie que vous adoriez dans la personne de votre roi. Si vous aviez donné à entendre que dans l'aveuglement de cette aimable erreur, vous aviez été plus loin que vos sages ancêtres, que vous étiez résolu à reprendre la possession de vos anciens privilèges, tandis que vous conserviez toujours l'esprit de votre ancienne et récente loyauté, et celui de votre honneur, ou si, ne vous fiant pas à vous-même, et ne reconnaissant pas assez clairement la constitution presque anéantie de vos ancêtres, vous aviez dirigé vos regards vers vos voisins, qui ont conservé existantes toutes ces anciennes formes, et les anciens principes du droit commun de l'Europe, et qui en ont amélioré l'usage par leur gouvernement. En suivant des exemples sages, vous auriez donné au monde de nouvelles leçons de sagesse. Vous auriez rendu la cause de la liberté respectable aux yeux des esprits qui en sont dignes, dans quelque nation que ce soit. Le despotisme aurait fui de honte sur toute la terre, lorsque vous auriez prouvé que la liberté, quand elle est bien disciplinée, non seulement s'accorde avec la loi, mais même qu'elle la fortifie. Alors vous auriez eu un revenu qui ne vous aurait point été à charge et qui n'aurait été que productif. Vous auriez eu, pour l'entretenir, un commerce florissant. Vous auriez eu une constitution libre, une monarchie puissante, une armée disciplinée, un clergé réformé et respecté, une noblesse moins fière et tout aussi élevée, capable de vous donner des leçons de vertu et non pas de l'étouffer. Vous auriez eu un ordre des communes bien composé, dans lequel votre noblesse se serait recrutée. Vous auriez eu un peuple protégé, content, laborieux, obéissant, et enseigné à reconnaître que le bonheur qui est fondé sur la vertu existe dans tous les états de la vie, que c'est en ceci que consiste la véritable égalité morale parmi tous les hommes, et non pas dans ces fictions monstrueuses qui, inspirant des idées fausses et des espérances vaines à des hommes destinés à parcourir les sentiers obscurs d'une vie laborieuse, ne servent qu'à aggraver et à rendre plus amère cette inégalité réelle que l'on ne peut jamais détruire, inégalité que l'ordre de la vie civile établit autant pour l'avantage de ceux qui sont destinés à rester dans un état humble que pour celui de ceux qui sont appelés à une condition plus brillante, sans que plus de bonheur leur soit offert. Une carrière de bonheur et de gloire plus facile et plus plane qu'aucune de celles dont l'histoire du monde nous offre le souvenir était ouverte devant vous, mais vous nous avez démontré que la difficulté est bonne pour l'homme. Calculez tous vos gains, voyez ce que vous avez acquis par ces spéculations extravagantes et présomptueuses, qui ont appris à vos chefs à mépriser tout ce qui les a précédés, à mépriser leurs contemporains et à se mépriser eux-mêmes jusqu'au moment où ils sont devenus réellement méprisables. En suivant ces lumières trompeuses, il en a plus coûté à la France pour acquérir des calamités évidentes qu'à aucune autre nation pour se procurer des avantages certains. La France a acheté la pauvreté par le crime. La France n'a pas sacrifié les intérêts à sa vertu, mais elle a abandonné ses intérêts afin de pouvoir prostituer sa vertu. Toutes les autres nations ont commencé la fabrique d'un nouveau gouvernement ou la réforme d'un gouvernement ancien en créant avant tout ou en donnant une nouvelle force à un rite quelconque de religion. Tous les autres peuples ont posé les fondements de la liberté civile sur des mœurs plus austères et sur un système de morale plus mâle et plus sévère. Mais la France, au même moment où elle relâchait les rênes de l'autorité royale, a doublé la licence d'une dissolution féroce de mœurs et d'une irréligion aussi insolente dans la pratique que dans les principes. Elle a fait circuler dans tous les rangs de la vie,
toutes les corruptions malheureuses, qui étaient communément le partage des grands et des riches, comme si elle appelait tous les hommes au partage d'un grand bien longtemps séquestré, ou comme si elle donnait l'essor à des richesses longtemps enfouies. Voilà donc un des nouveaux principes de l'égalité en France. La France, par la perfidie de ses chefs, a discrédité dans le cabinet des rois le ton des avis doux, elle en a banni les topiques les plus puissants. Elle a sanctifié les maximes sombres et soupçonneuses d'une défiance tyrannique, et elle a appris au roi à trembler devant ce qu'on appellera par la suite les plausibilités trompeuses des politiques moraux. Les souverains regarderont ceux qui leur conseillent de placer une confiance illimitée dans leur peuple comme des ennemis de leur trône, comme des traîtres qui visent à leur destruction, en abusant de leur naturel facile et bon, pour les amener, sous de faux prétextes, à admettre à la participation de leur pouvoir des conspirateurs impudents et perfides. Cela seul, n'y eût-il rien de plus, est pour vous et pour tout le genre humain une calamité irréparable. Ressouvenez-vous que votre Parlement de Paris a dit à votre roi qu'en convoquant les États généraux, Sa Majesté n'aurait à craindre que la prodigalité excessive de leurs ailes pour le maintien de la dignité et de la puissance du trône. Il est juste que ceux qui ont ainsi parlé enveloppent leur tête de leur manteau, et il est juste qu'ils supportent leur part dans la ruine où leur conseil a entraîné leur souverain et leur pays. Des déclarations si chaudes ne tendent qu'à bercer et à endormir l'autorité, à l'encourager témérairement à s'engager dans les périlleuses aventures d'une politique dont on ne connaît pas l'effet, à faire négliger ces mesures, ces dispositions et ces précautions préalables qui distinguent la bienveillance de l'imbécilité, dispositions sans lesquelles aussi l'homme ne peut répondre des effets salutaires d'aucun plan abstrait de gouvernement ou de liberté. Faute d'avoir pris de telles précautions, les parlements ont vu cette médecine de l'État tourner en poison. Ils ont vu les Français porter la rébellion contre un roi modéré et légal à un point de fureur, d'outrage et d'insulte dont aucun peuple connu n'a donné l'exemple contre aucun usurpateur quelque injuste qu'il fût, ou contre le tyran le plus cruel. Les Français se sont roidis contre la condescendance, ils se sont révoltés contre la protection, et leurs coups ont été dirigés contre une main qui était ouverte pour leur offrir des grâces, des faveurs et des exemptions. Rien n'était moins naturel. Ce qui est arrivé depuis est dans l'ordre. Ils ont trouvé leur punition dans leur succès. Les lois renversées, les tribunaux anéantis, l'industrie sans vigueur, le commerce expirant, les revenus non payés, et cependant le peuple appauvri. L'Église pillée sans profit pour l'État, l'anarchie civile et militaire devenue la constitution du royaume. Toute chose humaine et divine sacrifiée à l'idole du crédit public, et en conséquence banqueroute nationale. Enfin, pour couronner le tout, arrive le papier-monnaie, accrédité par un pouvoir nouveau, précaire et chancelant. Papier-monnaie d'une fraude appauvrie et d'une rapine mendiante. Il arrive comme un moyen de circulation pour le soutien d'un grand empire, à la place de ces deux métaux précieux qui sont reconnus pour représenter le crédit permanent et conventionnel du genre humain, lesquels ont disparu dès que le principe de la propriété qu'ils représentent a été systématiquement détruit, et qui, perdant l'origine de leur valeur, retournèrent s'enfouir dans le sein de la terre d'où ils étaient sortis avec cette destination. Toutes ces choses effrayantes étaient-elles nécessaires? Étaient-elles des résultats inévitables, des efforts furieux de patriotes résolus, déterminés, courageux, et forcés à n'arriver au rivage paisible d'une liberté tranquille et prospère qu'après avoir traversé des flots de sang? Non, rien de semblable à cela. Les désastres de la France qui émeuvent notre sensibilité, quelque part où nous portions nos regards, ne sont pas les dévastations d'une guerre civile. Ce sont les tristes mais instructifs monuments d'un conseil téméraire et mal avisé donné dans le temps d'une profonde paix. Ce sont les preuves parlantes d'une autorité qui a été inconsidérée et présomptueuse, parce que rien ne lui a résisté, que rien ne le pouvait faire. Les personnes qui ont ainsi prodigué les précieux trésors de leurs crimes,
Les personnes qui ont répandu avec une profusion si sauvage les malheurs publics, malheurs qui dans d'autres circonstances sont les seules rançons par lesquelles un État abîmé puisse se racheter, n'ont éprouvé que peu ou point de résistance dans leur progrès. Toute leur marche a plutôt ressemblé à une procession triomphale qu'au progrès d'une guerre. Leurs pionniers ont marché devant eux. Ils ont tout démoli et nivelé leur passage. Ils n'ont pas versé une goutte de leur sang pour la cause du pays qu'ils ont ruiné. Les plus grands sacrifices qu'ils aient faits pour l'exécution de leurs projets sont leurs boucles de souliers, tandis qu'en même temps ils emprisonnaient leurs rois, qu'ils assassinaient leurs concitoyens paisibles, qu'ils plongeaient dans les larmes, qu'ils vouaient à la pauvreté et à la détresse des milliers d'hommes et de familles respectables. Leur cruauté n'a même pas été l'effet honteux de la peur, mais celui de la certitude de la parfaite sécurité dont ils jouissaient en autorisant les trahisons, les vols, les rapines, les assassinats, les massacres et les incendies par toute cette contrée harassée. Mais dès le commencement, on pouvait prévoir la cause de tous ces événements.